En 1950, par exemple, au championnat du monde de Bâle, le sol se déroulait en plein air, sur un terrain en herbe, délimité par des lignes tracées à la chaux. À cette époque, et depuis le fond des temps, la gymnastique masculine, les individualités de l'époque avaient nom Aaltonen, Höxter, Dot, Lehmann, qui sera champion du monde, Stalder, dont tout le monde connaît le célèbre pied-main engagé à la barre fixe, qu'il fut le premier à réaliser. Nous retrouvons Stalder 2 ans plus tard, en 1952, aux Jeux Olympiques d'Helsinki. Le sol se pratique cette fois en intérieur. Tchoukarin sera encore champion du monde en 1954 et champion olympique en 1956. Plusieurs années durant, il sera champion du monde 1958 puis champion olympique 1960, Jacqueline demeurera un exemple de régularité et d'assurance. Durant son règne, un nouveau concours est institué, les finales par engin. Auparavant, seul existait le concours par équipe, qui déterminait les classements collectifs et individuels. Pour cette occasion, le code détermine les 3 facteurs importants d'un exercice, la difficulté, la combinaison et l'exécution. Après Jacqueline, il faudra attendre 1966 pour voir à nouveau un soviétique accéder au titre suprême, Voronin, devient président de la Fédération internationale. Un titre de plus pour ce brillant dirigeant qui en collectionna plus d'un dans les années 60 et fut même champion du monde en 1962. C'est également cette année 1976 que choisit la gymnastique française pour faire sa réapparition au plus haut niveau. Lisicki. Un autre soviétique, Diamidov. L'Allemand de l'Ouest, Ginger. Le Bulgare, Delchev. Le Soviétique, Tkachev. Tous célèbres par les exercices dont ils furent les créateurs et auxquels ils donnèrent leur nom. Kaoï, dont la faculté de fermeture est pour le moins impressionnante. Du monde de 1966, une autre américaine, Brose, s'était particulièrement distinguée.
Son exercice, en avance sur son temps, avait étonné alors par son rythme et son audace, à tel point d'ailleurs que le jury, l'estimant trop difficile et dangereux, l'avait sanctionné et noté plus que sévèrement. Cette décision avait suscité auprès du public un immense tollé, dont les anciens se souviennent encore. Mais remontons à nouveau le temps, et revenons en 1950, notre point de départ, pour constater tout le chemin parcouru par ces féminines. C'est alors le tout début, et sur les barres, qui sont en quelque sorte des barres parallèles masculines à 2 hauteurs, on ne sait pas encore très bien quel travail effectuer. En fait, c'est un mélange de barres parallèles, de barres fixes et de poutres, le tout réalisé avec un peu d'incertitude et beaucoup d'appréhension. Sur la poutre, les évolutions apparaissent pour le moins timorées, à l'image même de la championne du monde, la polonaise Rakoczy. Au sol, on s'essaie éminemment à l'acrobatie. Mais l'essentiel reste constitué de figures rythmiques. Quant au saut, on peut dire que ça vole plutôt bas. En réalité, tout cela n'est que balbutiement, ce qui n'écarte pas les discussions. En ces temps-là, ces dames pratiquent davantage le collectif, en d'aimables divertissements d'ensemble avec engins, qui demeureront au programme jusqu'en 1956. Ils deviendront plus tard la GRS que l'on connaît aujourd'hui. Autour des années 60, il était encore courant de voir le sol se pratiquer sur un terrain de basket, même s'agissant de rencontres internationales. En découvrant les praticables modernes, confortables et moelleux, on mesure aujourd'hui tout le chemin parcouru dans l'évolution du matériel. Les pistes d'élan, les tremplins sont devenus plus souples. Dans le même temps, le code, aidé par le génie inventif des constructeurs, a progressivement modelé, modifié dans leur forme et parfois leur dimension, les différents agrès. Mais ce qui, durant ces années, a généré les progrès les plus spectaculaires est, sans nul doute, l'amélioration des méthodes d'entraînement. Plus de temps, plus de moyens, plus de recherche. La pratique du mini-trampoline, du trampoline, a ouvert aux gymnastes un domaine acrobatique jusqu'alors insoupçonné. Et aussitôt transposable aux disciplines gymniques, grâce à la conception d'un matériel adapté, les fosses de réception entre autres. Celles-ci ont autorisé dans le même temps l'apprentissage sans danger des exercices les plus périlleux. Cette évolution vers l'acrobatie du plus haut niveau a engendré une nouvelle race de gymnastes. Ce fut particulièrement soudain et spectaculaire dans les années 1975, avec l'apparition et l'avènement chez les féminines de toutes jeunes gymnastes à la morphologie enfantine. Leur légèreté, leur qualité de souplesse et d'équilibre se sont merveilleusement adaptées aux nouvelles exigences du travail gymnique et ont généré des exercices dont la réalisation paraissait impensable auparavant. Dans le même temps et pour cause, l'entraînement est devenu plus dur, plus long, plus éprouvant, nécessitant plus de force, d'endurance, de souplesse.
Il s'est personnalisé, avec un programme de préparation propre à chaque gymnaste, rejoignant dans cela, et à un degré encore plus intense car plus complet, la formation des acrobates de cirque, pourtant si fortement décriée jadis. Nadia Comaneci illustre parfaitement ce phénomène. Fruit de l'école roumaine impitoyable, elle affirme des qualités exceptionnelles au service d'une technique irréprochable. Elle est sacrée reine des Jeux Olympiques de Montréal en 1976. À cette occasion, elle collectionne du jamais vu encore les notes maximales, réussissant à faire oublier même ses plus grandes rivales, pourtant remarquables elles aussi.